Bismillah, salam alaikum. Aujourd'hui, on continue à répondre à un docteur en finance islamique qui a lu mon livre et qui l'a fortement critiqué. Donc, pour rappel, mon livre Bitcoin est-il obligatoire en islam, qui se trouve en téléchargement dans la description. Donc, téléchargement entièrement gratuit, je ne demande rien, pas même votre adresse mail. Vous avez juste à cliquer pour récupérer mon livre et puis le lire. Ici, en 2 3 heures, il fait une soixantaine de pages. Il vous donnerait une compréhension vraiment globale et plutôt avancée de ce que c'est que la monnaie, l'histoire de la monnaie en islam et du rôle que Bitcoin peut jouer dans ce contexte-là. Donc n'hésitez pas à le lire, il est vraiment très facile de lecture et puis c'est important pour vous forger votre propre opinion sur ce qu'on va dire, dans la vidéo qui vient. Dans les 2 vidéos précédentes, on a déjà commencé à répondre, à la critique, de ce docteur qui a organisé sa critique en 9 points et donc on avait répondu au point 1 et 2. Et aujourd'hui, on répond au point numéro 3. Alors, le Bitcoin pardon, le docteur nous dit, donc je vous lis son message en point numéro 3. Tu oublies des faits historiques gênants. Ton histoire de la monnaie est intéressante, mais merci, mais tu passes sous silence des éléments embarrassants. Satoshi Nakamoto possède environ 1 million de BTC qu'il n'a jamais touché. Les- Effectivement, qu'il n'a jamais touché, on y reviendra. Les premiers adoptants ont été enrichis de façon totalement disproportionnée, contrairement à l'or ou à l'argent qui pouvaient être découverts par n'importe qui à différentes époques. Le Bitcoin a créé dès le départ une aristocratie de détenteurs. Cette inégalité structurelle pose des questions d'équité que tu n'abordes jamais sérieusement. Eh bien, allons-y. Heu, Répondons à cela. La première erreur, selon moi, sur ce message, sur cette critique, c'est d'imaginer que l'or pouvait être découvert comme ça, de manière équitable par n'importe qui. C'est faux, les mines d'or ont toujours été, contrôlées. Dès qu'une mine d'or était découverte, il serait naïf de penser que le pauvre petit paysan ou le citoyen lambda qui découvrait sa mine d'or pouvait se l'accaparer, miner son or tranquille et le revendre et devenir riche. Non, 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 dès qu'une mine d'or était, découverte, elle était aussitôt contrôlée par la force, que ce soit par les empires, par des rois, par des familles, puissantes, par des armées, peu importe. Le petit peuple, même s'il découvrait l'or, même s'il le minait, même s'il se sacrifiait dans les mines pour le ramasser, en fait, n'en voyait jamais la richesse. Les mines d'or étaient occupées militairement et occupées par la force, par les puissants, tout simplement. Et donc dire que, il y aurait eu une prétendue époque où chacun aurait pu découvrir de l'or, de l'argent, des métaux précieux et s'enrichir, c'est, malheureusement, complètement, romancé, romantisé et complètement faux. Au contraire, les grandes sources d'or, les grandes, mines d'or ont plutôt créé des aristocraties et des industries, enfin des compagnies extrêmement puissantes en créant, de nouvelles élites à partir de cette source de revenus qu'elles acquéraient et d'en maintenir l'acquisition par la force. Et je ne crois pas, à ma connaissance, que les savants n'aient jamais dit: «L'or, est haram car, comment dire? L'or est haram parce qu'une minorité le découvre en premier et s'enrichit avec de l'or. L'or est haram parce que n'importe qui peut découvrir une mine d'or et s'enrichir avec, et les premiers qui vont la découvrir et la miner vont devenir très riches». Non, non, non. Donc même si cet argument, était répandu élargi à l'or, on voit bien que, il ne tient pas la route. Le fait que les premiers qui découvrent un actif s'enrichissent grâce à celui-ci. Une autre erreur, c'est, de croire que Bitcoin a été, réservé aux premiers. En fait, lorsqu'on s'intéresse à la genèse du Bitcoin et peut-être que je ferai une vidéo un peu plus en profondeur parce que dans mon livre, c'est vrai que j'ai essayé d'être le plus simple possible et le plus, vulgarisé possible. Donc j'ai été assez rapidement sur la genèse du Bitcoin. Mais Bitcoin, en fait, toujours été open source. Il a été proposé librement et dès 2009, n'importe qui pouvait venir participer au protocole et miner le protocole Bitcoin et on pouvait d'ailleurs même le faire avec, n'importe, quel ordinateur. Si vous aviez eu un ordinateur portable à l'époque en 2009, vous auriez pu miner des bitcoins et en obtenir, franchement des milliers. À l'époque, ça valait, il y avait même pas de prix sur Bitcoin parce que ça valait rien. Vous pouviez avoir des milliers de bitcoins estimés à 0 € tout simplement et vous les auriez obtenus en faisant, simplement tourner votre ordinateur chez vous à domicile. Donc n'importe qui pouvait miner du Bitcoin, il fallait simplement, s'y intéresser. C'est tout ce qu'il fallait. Donc le code était open source, l'information était disponible, il y avait même, le fondateur qui expliquait comment faire et qui expliquait à tout le monde comment faire publiquement sur un forum. Donc tout le monde aurait pu s'intéresser au Bitcoin, plutôt n'importe qui aurait pu s'intéresser à Bitcoin à ce moment-là, le miner et l'obtenir. Donc dire que Bitcoin, aurait en fait créé une espèce d'aristocratie, c'est s'imaginer qu'un groupe de bitcoiners se seraient rassemblés dès le début en essayant d'en accaparer le plus possible dans un espèce de complot pour se dire que tiens, emmagasinons le plus de bitcoin possible dès le départ parce que dans 10 ans, ça vaudra très cher et comme ça, nous, on sera riches.
C'est faux et le bitcoin était partagé, comme je disais, sur des forums publics. On partageait l'information, on expliquait comment faire. N'importe qui pouvait pas, participer au protocole. N'importe qui, pouvait, miner, sans aucun matériel, spécifique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous auriez eu un ordinateur, comme je le disais, vous auriez pu miner et obtenir des bitcoins, quasiment gratuitement. Donc comparé au, hem, aux monnaies fiat, pardon, donc comparé aux monnaies fiat et ou même aux actions d'entreprise, Bitcoin est en fait beaucoup plus juste, puisque par exemple, les monnaies fiat peuvent être émises, elles peuvent être fabriquées que par une poignée de personnes. Alors que la fabrication, l'émission, le minage de Bitcoin est ouvert à n'importe qui. Quiconque qui a envie de miner du Bitcoin peut aller tenter sa chance. Tandis qu'une monnaie fiat, elle ne peut être produite que par les détenteurs de l'autorité sur cette monnaie fiat. Pareil pour les actions d'entreprise ou les actions dans les startups. Pour pouvoir investir et acheter des actions d'entreprise dès le départ dans des startups qui vont potentiellement exploser, il faut faire partie ce qu'on appelle des investisseurs qualifiés. C'est-à-dire qu'il faut déjà être très, très riche. À l'époque, je n'aurais jamais pu investir dans, Google dans les années 2000 parce qu'il aurait déjà fallu que je sois millionnaire et que je sois un investisseur qualifié, que je sois, mandataire pour un fonds d'investissement et cetera. Monsieur, madame, tout le monde n'aurait pas pu investir dans, la startup, Google. Ce n'est pas possible. Les investissements n'étaient ouverts que, comme je disais, à des quelques privilégiés, des gens déjà multimillionnaires à qui on réserve les deals les plus intéressants. Tandis que le bitcoin est ouvert à n'importe qui dès le début, dès 2010, 2011, 2012. En fait, n'importe quand pouvait à ce moment-là s'intéresser, miner du bitcoin ou acquérir du bitcoin. C'est en fait le lancement d'une technologie le plus juste et le plus généralisé qui soit. Aucun favoritisme, n'importe qui pouvait participer. Est-ce que le fait que Satoshi Nakamoto détienne 1 million de bitcoins, c'est injuste? Encore une fois, non, Satoshi n'a pas, volé ses bitcoins. Il les a obtenus comme n'importe qui. Satoshi a publié le protocole Bitcoin en 2008 et puis il a lancé le programme en janvier 2009 et à partir de là, il s'est mis à miner comme tout le monde. En fait, il y a pas eu de favoritisme, il a respecté exactement les mêmes règles que celles de n'importe quel autre participant. Il n'avait pas d'avantage particulier, il n'avait pas un accès supérieur aux autres sur le réseau. Il a simplement miné comme n'importe quel autre mineur de Bitcoin, mine actuellement. Il a pas triché, il a travaillé pour obtenir ses bitcoins. De plus, il n'a jamais, ce qui est incroyable avec, Satoshi, c'est qu'effectivement, il a jamais vendu ses bitcoins. Je crois qu'il fait partie du top 10 ou du top 20 des plus grandes fortunes mondiales avec, la somme de bitcoins qu'il a accumulée aujourd'hui. Il pourrait les vendre et il pourrait faire s'écraser le marché. Il pourrait même, manipuler le marché avec la quantité de bitcoins qu'il a à son possession. Pourtant, il ne le fait pas. Il a simplement disparu sans jamais toucher à ses bitcoins. Ça démontre selon moi une intégrité et un désintéressement total pour l'argent, pour la fortune. Ça démontre une personnalité désintéressée qui était plus, heu, motivée par des idéaux que par la recherche de la fortune et tant mieux, j'espère qu'il ne touchera, jamais, plus à aucun de ses bitcoins et qu'ils resteront, gelés à tout jamais. Je trouve que c'est une très bonne chose. Mais, comparons à ça, par exemple, à, des fondateurs de grandes entreprises comme, Zuckerberg qui détient 13 de Facebook. Zuckerberg a fondé Facebook et encore aujourd'hui, il en détient 13. Est-ce que c'est injuste que, Mark Zuckerberg détienne 13 de Facebook? C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui l'a fabriqué. Il n'aurait pas le droit de détenir 13 de sa boîte. Pourtant, ça vaut des milliards aujourd'hui et Satoshi détient à peu près, 5 des bitcoins. C'est injuste alors que c'est lui qui a créé le protocole. Pareil, les fondateurs de Google détiennent plus de 10 de l'entreprise Google. Mais c'est eux qui ont fondé le moteur de recherche, qui l'ont inventé. Et aujourd'hui, ils en détiennent plus de 10, ce qui fait d'eux des multimilliardaires. Est-ce que c'est injuste? Je ne crois pas qu'un fondateur n'ait pas le droit de détenir une part importante de son entreprise, même si cela fait de lui un multimillionnaire. Ce n'est pas, tant qu'il n'a pas acquis, sa fortune de manière injuste, mais qu'il l'a acquis honnêtement, selon moi, il n'y a pas de problème à ça et c'est exactement le cas pour Satoshi. L'islam ne condamne pas la fortune. L'islam condamne la fortune acquise injustement. Il y avait à l'époque, du prophète sallallahu alayhi wa sallam des compagnons immensément riches. Un des califes, Uthman, était d'ailleurs je crois, un des hommes les plus riches de son époque et de sa génération. Mais le problème, c'est il n'y avait pas de problème au fait qu'il soit riche. S'il avait été, riche en volant, en pillant, en escroquant, évidemment, ça aurait été un problème. Mais il n'y a aucun problème à ce qu'il soit riche, s'il a acquis sa fortune honnêtement.
Donc l'islam ne condamne pas la richesse ou même la richesse extrême. Bien au contraire, on va considérer plutôt que la richesse extrême accordée à une personne est un bienfait d'Allah. Ce que l'islam condamne, c'est la mauvaise richesse, la richesse acquise de manière, malhonnête. Satoshi n'a commis aucun péché à notre connaissance. De toute façon, on ne sait pas qui il est et pour obtenir des bitcoins, il ne les a pas volés, il ne les a pas escroqués. Il les a simplement, il a inventé le protocole et puis il y a participé comme n'importe qui d'autre pouvait le faire. Il est donc normal qu'il ait acquis des bitcoins et qu'il les détienne et puis s'il avait envie de les dépenser un jour ou l'autre, pour s'acheter, ce qu'il veut, pourquoi pas un yacht et un jet privé, et ben, très bien, je serais très content pour lui. Encore une fois, j'espère que, Satoshi ne reviendra jamais au grand jour, au grand public et qu'il a disparu une bonne fois pour toutes. Et j'expliquerai pourquoi c'est important que Satoshi ait finalement disparu dans une autre vidéo. Mais si jamais il a envie d'utiliser ces bitcoins, eh bien, qu'il les utilise. Il les a acquis de manière honnête. Et quelqu'un qui acquiert d'une fortune honnêtement doit pouvoir l'utiliser comme il en a envie. Donc l'argument selon lequel Bitcoin serait injuste, pas car certains sont devenus très riches avec, repose sur, un récit historique romancé par rapport à l'or, comme quoi l'or pouvait être acquis par tout le monde et n'importe qui, ce qui est bien sûr faux. Il y a une confusion entre inégalité et injustice. On peut être immensément riche et donc inégaux par rapport aux pauvres, mais si on a acquis notre fortune de manière, halal, alors très bien, on a le droit d'être riche en islam. Il y a une incompréhension sur le lancement du Bitcoin. Bitcoin a été, lancé de manière, décentralisée, de manière neutre et chacun pouvait y participer de manière complètement open source et donc ceux qui ont le courage d'y participer se sont enrichis. Donc, selon moi, cet argument ne tient pas la route. Bitcoin ne crée pas d'aristocratie. Les premiers à avoir participé au réseau Bitcoin sont devenus très riches. Ils sont récompensés, dans cette richesse parce qu'ils ont pris des risques, parce qu'ils se sont intéressés, parce qu'ils ont participé au protocole. Voilà tout et donc j'espère que j'ai été assez clair dans cette, vidéo et je vous revois très bientôt pour, répondre au point numéro 4, inch'Allah. Salam.